Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler médias, on va faire les tops et flops des audiences médias et puis également le baromètre de l'Access Prime Time à chaque fois, des émissions comme Quotidien, comme TPMP. On va cette semaine parler régulièrement de TF1, un peu d'M6 mais une fois M6, donc même pas énormément. Et puis on va surtout parler des audiences entre le 7 septembre et le 13 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière. Vous savez, il y a toujours un décalage d'une semaine avec les top et flop audience, c'est toujours comme ça. Et on commence tout de suite avec les tops, et ça commence dès lundi avec TF1, avec le téléfilm sur Grégory Le Marchal. Il y avait par exemple Arnaud Ducré dans ce téléfilm. Pourquoi je vis, 7 633 000 téléspectateurs, 31,5% de part de marché, surtout 50% sur les cibles commerciales. TF1 était donc largement en tête des audiences pour cette journée du lundi. C'était pas une surprise non plus que ça fasse de l'audience. Tout ce qui touche à Grégory Le Marchal fait toujours de l'audience, parce que pour plusieurs raisons. Il est mort jeune d'une maladie. On pense qu'il aurait fait une grande carrière, ce qui n'est pas forcément sûr. En passant, on pense qu'il sait que sa carrière aurait été bien plus grande. Et peut-être qu'il se serait planté, on ne sait jamais, on ne peut pas faire de prédictions sur l'avenir. Moi j'ai toujours du mal avec les trucs sur Grégory Le Marchal. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve que la famille s'est fait quand même beaucoup de pubs sur le talent de son fils. Et moi, ça me gêne un petit peu, quand même, pour tout vous dire. Voilà, 7 633 000. Je me serais presque attendu à mieux, parce que avant les trucs qui... Bon, après, Grégory Le Marchal, ça fait déjà 10 ans, 10 ans, 15 ans. Ça doit faire 10 ans qu'il est mort, donc... les gens commencent à l'avoir un peu oublié. C'est comme le 11 septembre, on commence à oublier, quand au bout de 20 ans, 30 ans... Bon, il y a les devoirs des mémoires, mais on oublie quand même. Et puis bon, il y a ce côté, Grégory Le Marchal, la famille, les parents se sont quand même fait leur notoriété sur la mort de leur fils, et ça m'a toujours choqué légèrement. Je sais bien qu'il y a une maladie derrière, mais déjà c'est une maladie, il y a d'autres associations qui parlent de cette maladie également. Il n'y a pas que l'association Grégory Le Marchal, et qui existait déjà avant, donc ça m'a toujours un petit peu perturbé. Mardi, TF1, France-Croatie, 5 933 000 téléspectateurs, 25,5 de part de marché, 40% chez les hommes de moins de 50 ans. Je sais plus, ça a monté, je crois, jusqu'à 50% quasiment pour les 15-24. France-Croatie, toujours du football, même si c'est la Ligue des Nations, compétition qui n'est pas énormément regardée. On s'aperçoit quand même que les matchs sur TF1 font toujours plus d'audience que les matchs sur M6. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que... Maintenant, il n'y a plus le mec qui était avant sur M6, j'ai oublié son nom. C'était Denis Balbir, voilà. Et moi, faut savoir que je ne regardais... Enfin, j'ai pas regardé là, de toute façon, les deux matchs, mais avant, je regardais pas du tout les matchs sur M6 à cause de Denis Balbir et de ses remarques machistes et homophobes absolument... Et ça m'énerve. Quand il avait dit « Les fans ne peuvent pas commenter du football parce qu'elles ont une voix trop aiguë », ça m'avait un petit peu posé problème, donc j'avais décidé de boycotter M6, mais maintenant c'est plus Denis Balbir, donc pourquoi il y a encore cet écart d'audience? Est-ce que c'est parce que les gens n'aiment pas énormément M6? Il faut savoir qu'il y a une part de la population qui n'aime pas cette chaîne, et que souvent M6, même quand ils font des programmes, on va dire de qualité, ils ont du mal parfois à faire des bonnes audiences à cause de ce souci-là. On les attend pas sur certains styles d'émissions. Dans la tête des gens, M6 c'est toujours Love Story. C'est quand même incroyable, c'est que Love Story ça a 20 ans, mais dans la tête des gens, M6, Love Story. Alors que ça fait depuis 10 ans qu'ils font plus de télé-réalité M6, ils ont arrêté bien avant Secret Story et tout ça, ils ont arrêté bien avant TF1 en plus la télé-réalité, mais dans la tête des gens c'est toujours la télé-réalité classique, ils font toujours L'amour est dans le pré, L'amour est dans le pré c'est de la télé-réalité. Mais on en reparlera quand on parlera des audiences de L'amour est dans le pré. Mardi, M6, Apprendre à t'aimer. C'était donc en même temps que France-Croatie, ça a également fait un top parce que 3 864 000 téléspectateurs, 16,3% de part de marché, ce qui n'est pas si exceptionnel, mais face au football, c'est une part de marché de qualité. Habituellement, on aurait dit c'est pas aussi exceptionnel que ça pour M6, mais il y avait le football en face. Et puis surtout, 29% sur les femmes, et ils étaient numéro 1 sur les femmes du côté d'M6. C'était un téléfilm sur un enfant trisomique avec Harry Habitant.
là encore, il mise sur les téléfilms de société. Alors c'est un téléfilm qu'on aurait pu s'attendre à le voir sur France 2. Vous savez, avec les débats ensuite. Derrière, ils ont aussi fait un débat en passant, M6. Mais ils ont fait une soirée un petit peu ce que fait France 2, en fait, sur les téléfilms un petit peu au niveau sociétal. Et M6 a fait la même chose avec un programme, un téléfilm, encore une fois, très bien réalisé. Mais je trouve qu'au niveau de la fiction française, M6 a quand même franchi un cap. Déjà, ils ont mis beaucoup de moyens. C'est un objectif depuis 2-3 ans de faire de la fiction française. Nicolas Taverneau a investi énormément là-dessus, et on a vu, il y a eu donc ce téléfilm là, il y a eu également les séries. Alors sur les séries, ils ont un peu plus de mal. Il y a là qui a été diffusé, je fais la vidéo mercredi, donc qui a été diffusé mardi, c'était sur l'affaire du pont de Ligonnès, même si c'est pas vraiment l'affaire du pont de Ligonnès, enfin c'est un petit peu flou, mais ils ont misé sur les fictions françaises. Alors des fois ils se plantent, par exemple la série sur les gens qui construisaient ensemble un appartement n'a pas fait un carton, pourtant c'était pas si mal joué. Enfin moi j'ai vu des épisodes, c'était plutôt assez drôle, assez marrant. J'ai pas totalement compris pourquoi ça avait fait un four, et surtout un four à ce point-là. Mais surtout que c'était un thème qui je trouve est un petit peu original. Mais du côté d'M6, ils se lancent énormément, et il faudra faire attention parce que dans les années à venir, il faudra peut-être compter sur eux. Mercredi, on passe à France 2 avec Alex Hugo qui cette année fait un carton. 5 836 000 téléspectateurs, encore 26,5% de part de marché. J'ai regardé par rapport à la semaine dernière, c'est un point de plus en part de marché. Resident prend cher quand même tous les mercredis soirs, et ça fait du bien de voir une fiction française battre nos amis américains. Le chauvinisme, vive la France. Non mais ça fait du bien parce qu'on s'aperçoit qu'on déjà c'est le format à la française, le 90 minutes, et ça fait du bien de voir que sur un 90 minutes où ça demande une qualité d'écriture, une qualité de scénario bien plus importante, parce qu'il faut réussir à garder le téléspectateur. C'est de plus en plus dur de garder les téléspectateurs sur des longs formats aujourd'hui, que ça soit à la télévision ou sur YouTube. Vous voyez, les formats qui marchent le plus sur YouTube, c'est 7 minutes, 10 minutes. C'est très compliqué pour les gens qui font plus de 20 minutes de faire des vides vues sur YouTube, parce que les gens ont du mal à se concentrer plus de 5 minutes, on a l'impression, sur un quelque chose. Quand c'est bien fait, donc moi je ne dois pas faire des choses extrêmement bien, mais quand c'est bien fait, eh bien du côté d'Alex Hugo, eh bien voilà, ça fonctionne. 5 836 000 téléspectateurs, encore une fois, sur du format à l'ancienne. Mais c'est une bonne qualité d'écriture. Et puis on voit qu'en face, quand une série américaine n'est pas exceptionnelle, parce que c'est vrai que ce Resident, alors peut-être qu'il y a des gens qui sont fans de cette série-là, mais je trouve que c'est des scénarios vus et revus. Et c'est vrai qu'à côté de Good Doctor, de Grey's Anatomy, de Doctor House, de Urgence, c'est un peu faiblard quand même, hein. Même à côté de Code Black, parce que j'ai regardé, j'aime bien Code Black, parce que j'aime bien les séries comme ça médicales, ou les séries policières. Je suis un fan de toutes ces séries là et des sitcoms. Je peux vous dire que The Resident, c'est quand même pas top, et qu'il y a bien mieux sur d'autres chaînes. Et puis on finit avec TF1 vendredi, Koh-Lanta, là aussi mastodonte, 5 182 000 téléspectateurs, 27,8% de part de marché. Je n'ai pas regardé si ça avait fait plus que la semaine dernière. La semaine dernière, ça avait fait combien? Faut que je remonte, parce que là j'ai écrit beaucoup de choses depuis. Au niveau des audiences, si je remonte, top, ça avait fait 5 479 027,7. 5 479 000. Grand moment encore, hein. Ça fait un peu moins bien. Et pourtant, il y a eu un effet Bertrand Kamal. J'espère ne pas m'être trompé sur son nom. Le candidat parce que je suis absolument pas Koh-Lanta depuis des années, hein, donc je peux dire que les candidats, moi, ça m'a qui est mort, et donc il y avait un message d'hommage de Denis Brognard, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir le message d'hommage pour voir si Denis Brognard allait chialer, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu comme ça, et on les a retrouvés sur Twitter après derrière, qui ont dit oh message très émouvant, tac tac. C'est quand même chiant qu'il ait pas chialé, Denis Brognard. On les connaît, les gens sur Twitter. Après, il y a une petite baisse qui est tout à fait normale sur Koh-Lanta. Normalement, il y a une petite baisse, mais elle est très faible cette année. Et surtout sur Twitter, je reviens, je regarde souvent ce que ça donne sur Twitter au niveau des programmes. Il y avait beaucoup de tweets sur l'émission. Alors, sur une des candidates qui n'en branle pas une, alors je sais pas, j'ai pas retenu les noms, très clairement, je m'en branle. Mais voilà, ça a marché plutôt pas trop mal. Koh-Lanta, encore une fois, 27,8%.
une bonne semaine encore. TF1 a quand même fait une bonne semaine, je trouve, sur cette semaine du 7 septembre. On passe au flop désormais, parce qu'on avait 5 tops, donc on n'aura que 3 flops, parce que normalement je fais 4-4, mais là, il y avait beaucoup de tops à mettre en avant. Et bien jeudi, envoyé spécial sur France 2, qui n'a vraiment pas fait un gros score, 1 514 000 téléspectateurs, pourtant c'était sur la technologie, sur les accros au téléphone portable, les accros aux hautes technologies, les mecs qui passent tout leur temps sur les applications. Et donc il y avait ce fameux test. Alors ça je vous redirai un peu juste après, que ça m'énerve un peu. Donc il y avait quelqu'un qui essayait pendant de 10 jours, voilà, de se passer de téléphone portable, de toute la technologie, de Facebook. Et bien entendu, on a pris quelqu'un qui est tout le temps accro, donc c'était difficile. Et je sais pas comment j'ai fait. Et là, il y a eu des séquences vraiment de caricature, des séquences vraiment de télévision, mais d'une autre époque, je trouve. Quand par exemple la fille dit « Oh là là, pour m'informer, maintenant j'achète la presse ». Tu pouvais l'acheter avant, hein. C'est pas parce que tu étais sur un ordinateur que ça t'interdisait d'acheter de la presse. Voilà. Donc il y a ce genre de truc qui m'énerve, mais à un point. Et je suis content que ça n'ait pas fait d'audience, parce que ça montre également qu'Envoyé spécial, ça fait depuis 1 an et demi, depuis qu'ils ont viré les présentatrices d'avant, j'ai oublié leur nom, je m'en excuse, mais depuis qu'Élise Lucet a repris la case, elle ne fait pas plus d'audience que... Il y avait Marie Chenu. Je ne sais plus quelle était la deuxième des animatrices d'Envoyé spécial. Mais puis là, j'ai pas le temps de regarder, parce que j'ai vu ma connexion internet, je peux vous dire, ça va prendre 3 plombs. Mais Envoyé spécial, ils ont tenté de un peu rajeunir le truc en faisant un petit peu du cache investigation, mais du pauvre. J'avais vu un documentaire, par exemple, je peux vous dire, sur les éoliennes, parce qu'ils ont voulu en foutre à côté de chez moi, donc je connais un petit peu bien le domaine, qui était aussi très très mal fichu. C'était même pour les pro-éoliens, c'était mal fichu, et pour les anti-éoliens, c'était aussi mal fichu. Donc, quand les deux disent que le reportage a été mal fichu, c'est qu'il était vraiment de mauvaise qualité sur les éoliennes. Mais là, par exemple, sur la nouvelle technologie, il y avait les mecs qui étaient pris de remords parce que j'ai inventé le processus qui fait que YouTube fait tes recommandations. Il aurait fallu qu'on nous explique vraiment en quoi ça marchait, les algorithmes, de telle ou telle manière, et on nous a pas parlé d'Instagram. Je crois qu'il y avait rien sur Instagram, il y avait rien sur certaines choses. Sur Twitter, les gens en parlaient, mais il y avait énormément d'ironie, je trouve, par rapport au message sur le reportage. Donc ouais, ça n'a pas fait un très très gros score, et moi je m'en réjouis, parce que le reportage, je trouve, pour l'avoir vu, pour avoir vu des gros extraits, après j'ai pas vu le truc en entier. Alors, j'en parle, peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'en regardant en entier, ça a été incroyable. J'ai pas eu le temps de regarder tout en entier, excusez-moi, il y a le Tour de France. C'était pas ma priorité ce week-end. Mais Envoyé spécial, je trouve qu'à chaque fois, on fait un peu du cache investigation, et c'est mise en avant des journalismes, mise en avant de personnages un peu caricaturaux, de l'accro au téléphone portable, mais vraiment la caricature de l'accro au téléphone portable. Et je trouve qu'ils font ça de plus en plus sur Envoyé spécial. S'ils se concentraient vraiment sur du reportage de qualité dans des zones de guerre, ce qu'ils faisaient à une époque, parce que moi je me souviens de reportages au moment de la guerre en Irak où c'était de reportage de qualité, eh bien peut-être qu'ils feraient un peu plus d'audience que de se contenter de faire ce reportage-là, mal fichu encore une fois. Et en plus, on veut traiter de trop de sujets en pas assez de temps. Donc on passe d'un sujet à l'autre, c'est-à-dire qu'on a des micro-reportages en fait de 10 minutes. Parce qu'en 10 minutes, tu peux pas aller dans le fond des choses. C'est en 1h30 que tu vas dans le fond des choses. Là, par exemple, ils ont mélangé donc quelqu'un qui est accro au téléphone portable aux algorithmes méchants de YouTube. Et pourtant, il aurait fallu faire un numéro spécial que sur les algorithmes de tous ces réseaux sociaux. Par exemple, ça aurait été intéressant de faire sur l'algorithme d'Instagram également, qui met plus en avant les femmes dénudées, par exemple, les corps dénudés, que les personnes totalement habillées ou que les repas de cuisine. Enfin voilà, là, ça aurait été intéressant. Et en 1h30, déjà, c'était pas facile de traiter de tout ça. Là, on a survolé un petit peu tous les réseaux sociaux, et donc on a fait un petit peu de la merde. Je continue avec jeudi, C8, balance ton poste. Alors, j'ai vu ça en audience prime time, mais j'ai oublié. Enfin, j'ai regardé un petit peu pour essayer de retrouver l'horaire, mais vous pouvez me mettre ça dans les commentaires si balance ton poste avant c'était pas plus tard en soirée, ou est-ce que là c'était un événement spécial où ils l'ont mis à 20h, enfin 20h, 21h.
c'est Hanouna, donc c'est jamais à 21h. Mais s'ils l'ont mis un peu plus tôt que d'habitude, parce que pour moi, avant, il y a une époque, c'était à 23h, mais après, ils l'avaient refoutu à 22h, 21h45, c'était peut-être encore à cette heure-là. Ce qui voudrait dire que les audiences, c'est un petit peu normal qu'il y ait un peu moins d'audience, vu qu'ils ont commencé après et que c'est quasiment un programme de deuxième partie de soirée. Enfin, ça fait un peu programme hybride. Mais ça n'a fait que 449 000 téléspectateurs, 2,1% de part de marché. C'était sur le coronavirus, avec les anti-masques. Alors là aussi, c'est quand même incroyable qu'on nous fasse la même chose qu'avec les gilets jaunes au niveau des anti-masques. C'est-à-dire que là, on avait 2 uluberlus. Alors, expression de Dieu, les uluberlus. Comme pour les gilets jaunes, on nous fait pareil avec les anti-masques. C'est-à-dire que depuis le début, qu'on nous parle des anti-masques, moi je peux vous dire, il y a des personnes qui sont contre le masque et qui ne sont pas du tout comme les personnes qu'on voit en ce moment à la télévision. On nous met à chaque fois, j'ai envie de dire, des cas sociaux qui parlent de ces sujets. C'est-à-dire que là, ils avaient invité 2 personnes. Il y avait un pneumologue, le fameux qui a fait le salut nazi, et la quenelle. Donc forcément, déjà... les mecs qui ont pris ces invités-là, ils auraient pu vérifier les antécédents parce que ça n'aurait jamais dû arriver à la télévision. Et j'espère que le CSA va saisir de ce problème-là parce que normalement, quand on est en direct, c'est l'animateur qui doit tenir son antenne. Et donc l'animateur, on ne doit pas arriver jusqu'au moment du salut nazi. Alors certains vont dire, oui, la loi est mal faite au niveau du CSA, mais non, c'est à l'animateur de tenir son antenne. Et donc là, pour moi, elle n'a pas tenu son antenne, vu qu'il y a ce genre de geste qui est arrivé. Et puis les propos de la madame qui avait 45-50 ans, mais j'ai vu les extraits, mais il y en avait tellement qui étaient balancés sur Twitter que tu voyais quasiment toute l'émission. Mais racontaient des conneries monumentales. Voilà aussi. Et c'était pareil sur les gilets jaunes. C'est-à-dire que les gilets jaunes, au départ, vous aviez des gens qui étaient très bien qui faisaient les gilets jaunes, mais à la télévision, nous passaient que les uluberlus, c'est-à-dire les mecs les plus extrêmes, de ce sujet-là. Je suis un petit peu déçu qu'à la télévision, on n'ait pas des gens normaux qui soient anti-masques. Parce que là, en plus, le débat nous a absolument apporté aucune information. Il était nul le débat parce que personne ne s'écoutait. Personne n'entendait les propos de chacun parce que quand vous êtes trop extrême dans un domaine, vous ne pouvez pas accepter... si vous êtes pro-masque, par exemple, et que vous êtes totalement pro-masque, le fait que les anti-masques, même s'ils donnent des propos cohérents, vous allez considérer que ce n'est pas vraisemblable. Donc dans votre cerveau, vous n'allez pas accepter ces propos-là, donc vous n'allez pas les écouter. Et à l'inverse, les anti-masques, ils sont tellement anti-masques que même si les pro-masques ont des théories intéressantes, ils ne vont pas les écouter parce qu'ils ne vont pas considérer que c'est vraisemblable. Le phénomène de vraisemblable est très important dans la presse. C'est-à-dire si je vous dis, dans un article de presse par exemple, dans Le Monde, un cochon rose, un cochon vert fluo est arrivé par hélicoptère en Roumanie, vous allez absolument pas croire que c'est vraisemblable, même si c'est la vérité, parce que vous allez dire, oui mais dans ma cohérence, un cochon c'est pas rose, c'est pas vert mais rose, et puis un hélicoptère ça peut pas transporter ça un poids aussi important. Vous voyez, le concept de vraisemblable est très important pour comprendre et pour saisir certains aspects de l'information. Et là, comme c'était d'un extrême à l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Un débat, quand c'est un extrême face à un autre extrême et qu'il n'y a pas des gens, on va dire, qui sont, on va dire, au milieu, un peu LREM, ça ne peut pas marcher. Si vous avez extrême un l'autre. Il faut des gens modérés pour qu'un débat fonctionne et soit de qualité. Et là, si les mecs de Hanouna avaient regardé sur Twitter quels étaient les abonnements de cette personne sur les réseaux sociaux ou qui étaient ses proches, ils seraient peut-être aperçus quand même que c'était un... Parce qu'on ne fait pas un salut nazi à la télévision comme ça, juste parce qu'on a pété un câble. Non, on le fait parce qu'on est proche de ces mouvances-là. Donc ça se voit sur Internet si la personne est proche de ces mouvances-là. Donc ça aurait pu être analysé. Je pense avant, et cette personne-là n'aurait jamais dû être invitée. Je finis avec vendredi, parce que sinon la vidéo va prendre encore 5h30. France 3, musique en fête, c'était au Corrigi d'Orange, donc musique classique, opéra. 1 131 000 téléspectateurs, 6,3% de part de marché, mais surtout sur les femmes de moins de 50 ans, un chiffre historiquement bas de 0,6% de part de marché sur les femmes de moins de 50 ans. Déjà... Bon, l'opéra, c'est bien que France 3 en mette à la télévision parce que culture, service public, voilà. Même si ça aurait été bien de laisser ce genre de choses à France 4, qui faisait la culture, ou à France 5. France 5 aurait pu diffuser le programme et 1 131 000 téléspectateurs pour France 5, c'est un très bon score.
c'est là où on voit aussi tout le problème de l'opéra aujourd'hui en France, qui veut rester un petit peu pour une élite et qui n'arrive pas à se démocratiser, qui ne veut pas non plus se démocratiser. Eh bien, sur un média de masse comme la télévision, des domaines de la culture qui ne veulent pas se démocratiser, ça ne peut pas marcher. Et donc là, ça a fait un four. Parce que voilà, quand on veut pas que, on va dire, le public populaire aille voir de l'opéra, et ça fait bien que l'opéra, quand on va voir de l'opéra, ça fait bien de faire croire qu'on est un petit peu dans une élite culturelle, et bien forcément, ça posait problème à un moment en termes d'audience. Et donc là, on voit les soucis d'audience avec 1 131 000, un score vraiment très faible, qui plombe quand même France 3 en termes, encore une fois, d'argent. Alors même si, à cette heure-là, heureusement, il n'y a plus la publicité sur France 3. On passe au baromètre de l'Access Prime Time. On commence, on va faire rapidement. C'est à vous, proche du million. Ça marche bien pour l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine en ce moment, qui fait des très très bons scores. Il faut savoir que C'est à vous, en plus, c'est une émission que j'appellerais moteur diesel. C'est-à-dire que c'est une émission qui, normalement, je m'excuse du bruit à l'extérieur, mais si je ferme la fenêtre, je vais décéder, vu la chaleur. Mais c'est une émission, C'est à vous, qui est moteur diesel, c'est-à-dire que ça commence un peu piano, puis ça finit très très fort. Il y a une période avril-mai normalement où C'est à vous explose tous les scores, fait ses records. C'était déjà le cas à l'époque d'Anne-Sophie Lapix et d'Alessandra Sublet. Ça a toujours marché de cette manière-là. Et donc, normalement, s'ils commencent au million, à la fin de l'année, ils sont à 1,3 million, à la fin de la saison. C'est à vous. Et je pense que Quotidien s'inquiétera plus des scores de C'est à vous que des scores de Cyril Hanouna. Autre émission qui est en forme, Quotidien, qui fait toujours 1,6 million, 1,7 million, des très très bons scores. En plus, là, ils vont arriver à la présidentielle américaine, actu forte pour Quotidien, donc ils devraient faire des gros scores avec la bagarre Trump-Biden. Et puis avec peut-être Kanye West. On continue avec les Marseillais également qui sont au top, parce que les Marseillais qui font des scores extrêmement proches de Cyril Hanouna, de TPMP. D'un côté comme de l'autre, on cible le public jeune. Eh bien, il faut se rendre compte que les Marseillais ont réussi des très très bons scores. Et surtout, là encore, je vais parler de Twitter, mais il y a énormément plus de messages Twitter qui sont rapportés sur les Marseillais, parce que quasiment tous les soirs, c'est en top tweet. C'est dans les 5 top tweets quasiment de France. C'est plus le cas de Touche pas à mon poste qui n'arrive plus à faire ce genre de choses. Et même Balance ton poste. Pour rappeler, Balance ton poste, c'était jeudi soir. Je vais revenir encore là-dessus, parce que cette vidéo va durer 25 minutes. Balance ton poste. Donc vous avez un salut nazi, l'autre de dingue qui a raconté des conneries qui étaient anti-masque, et donc l'autre qui fait une quenelle à un salut nazi. Donc un truc vraiment choquant à mort. Sur Twitter, ça fait 3000 messages. Vraiment à peu près. J'arrondis. Du côté de TMC, vous avez Sarkozy. Alors je sais bien que c'était Sarkozy, donc c'est vrai qu'il y a... Mais bon, Laura de Sarkozy, qui a sa phrase avec les singes et les petits nègres, en parlant d'Agatha Christie, qui dit qu'on ne peut plus dire le mot singe. Donc qui est considéré comme raciste sur Twitter. Et c'est vrai qu'on peut... C'est un propos qui est très... comment dire le terme, qui est il l'a très mal dit. Je pense que l'idée n'était pas raciste, mais il l'a très très mal expliqué, et donc oui, ça, je comprends le tollé que ça a provoqué. Sur Twitter, cette même chose a fait plus de 25 000 tweets. Et encore, là, je vous dis des chiffres de tête. Donc, il y a un écart qui est saisissant. Il n'arrive même plus à faire le buzz sur Internet, Hanouna, c'est terrible. TPMP en flop, parce que ça fait 3,5% de part de marché en moyenne et environ 850 000, c'est-à-dire qu'il n'arrive même plus à faire le million sur la semaine dernière, et ça commence à être très inquiétant. Et puis Demain nous appartient, en retrait par rapport à N'oubliez pas les paroles et Nagui, ils ont été qu'une seule fois devant sur la semaine dernière, à chaque fois en retrait, peut-être des scénarios qui n'intéressent plus le grand public. Je m'excuse encore pour ce petit rototo. On termine avec le bilan global. TF1 fait une bonne semaine. France 2 un petit peu en retrait. Je vais pas parler du côté de France 2, mais la série avec la fille Smet, la fille de Johnny Hallyday, j'ai oublié son nom, a pas fait un score exceptionnel encore. Et puis avec Laura Smet, a pas fait un score exceptionnel non plus, en net retrait en une semaine.
Et puis Michal Simès également mardi qui a fait un score un petit peu merdique, j'en ai pas parlé non plus parce que j'ai déjà mis plusieurs fois en avant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle était un peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire avec Cyril Hanouna. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous avez regardé à la télévision, ça m'intéresse toujours, pour voir votre ressenti par rapport à la télévision. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.